il n'est pas certain que Volodymyr Zelensky signe l'accord, pour 2 raisons principales. La première, c'est parce que ça le met en danger et qu'il va perdre son jouet. Il risque de perdre le contrôle sur la situation, il risque d'être obligé de partir. Deuxième point, c'est parce que Volodymyr Zelensky peut encore compter sur le soutien des Européens, qui essaient en urgence et en catimini de s'organiser, donc plus d'argent, plus d'armes, plus d'hommes pour soutenir l'Ukraine. Bonjour Charles. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour à nos chers abonnés d'Omerta et pardon pour cette voix enrouée. Il fait moins 3000 dans les rues de Paris. Charles, on va revenir sur le plan de paix présenté par Donald Trump, dévoilé en exclusivité à l'AFP et au Financial Times. Premier fait notable, Charles, les Européens ont été exclus de l'élaboration de ce plan, à contrario du Qatar et de la Turquie. Oui, ce n'est pas une surprise. Les Européens ont une position très différente de celle de Donald Trump. Ils étaient strictement alignés sur la position des démocrates américains et de Joe Biden, qui en fait non seulement de gêner la Russie dans son étranger proche, donc en Ukraine, mais aussi ils sont entrés dans une espèce de croisade anti-Poutine où non seulement ils veulent la victoire de l'Ukraine sur le champ de bataille du Donbass, mais aussi ils veulent démanteler la Russie, faire tomber Vladimir Poutine. Quand on écoute vraiment les plus fanatiques, les plus dingues de ceux qui font aujourd'hui la pensée stratégique de pays de l'Union européenne comme la France ou l'Allemagne, il y a ce désir de démembrer la Russie. Il y a d'ailleurs de nombreux ouvrages, je ne vais pas les citer pour ne pas en faire la publicité, mais il y a de nombreux ouvrages qui sont sortis sur le sujet. Il y a notamment un petit excité de 50 kilos qui avait pris à partie Omerta au Sénat, je ne vais pas le citer, mais nos auditeurs vont le reconnaître, dont le rêve ultime, c'est vraiment d'avoir une Russie démembrée pour que finalement l'idéologie mondialiste puisse s'étendre à ce pays orthodoxe musulman, qui en fait est une puissance à la fois traditionnelle et moderne, et qui en fait gêne les plans mondialistes à l'échelle du continent européen et à l'échelle mondiale. Le problème pour eux, c'est que Donald Trump a gagné l'élection présidentielle et que finalement, là où ils pensaient, avec le soutien des Américains et de la puissance américaine, pouvoir écraser la Russie et la faire plier, et en fait, ils se retrouvent avec un bloc américano-russe qui regarde dans la même direction. Et dans la direction de ce bloc, de Vladimir Poutine et Donald Trump, il y a une ligne de mire avec dedans Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens, pas tous. Certains sont épargnés, sont même aux côtés de Donald Trump assez largement, comme par exemple la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, mais d'autres sont clairement dans la ligne de mire. Et dans la ligne de mire, on trouve évidemment, comme par hasard, Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est pas un... Et à contrario, tu parlais du Qatar et de la Turquie, il y a des pays qui, tout en maintenant un équilibre dans cette guerre, on sait que par exemple la Turquie a de très bonnes relations avec les Russes, mais qu'elle a de bonnes relations avec les Ukrainiens, et qu'elle leur fournit d'ailleurs un certain nombre de matériel. Ces pays qui ont maintenu un équilibre, eh bien, aujourd'hui, prennent part aux négociations et ont un rôle à jouer. Et d'ailleurs, la Turquie et le Qatar qui cherchent une reconnaissance sur la scène internationale et à peser dans les grandes décisions du monde, eh bien, se sont vus ouvrir la porte, pas par Volodymyr Zelensky, mais par Donald Trump et par Vladimir Poutine. Si les Européens avaient maintenu une solution, je dirais, une position un peu équilibrée, ils n'avaient pas joué les va-t-en-guerre finalement les croisés du mondialiste en Ukraine, eh bien, ils auraient certainement pu participer. C'est notamment le cas de la France, qui avait de très bonnes relations avec la Russie. Et on imagine que si Jacques Chirac avait été à la place d'Emmanuel Macron, les choses se seraient passées différemment. La France aurait fait d'autres choix et la France serait aujourd'hui assise à la table des négociations. Charles, sur l'aspect territorial, que dit ce plan ? Il reprend les revendications russes, mais je dirais sur un format minimaliste. On sait qu'il y a une tentation russe d'aller de prendre plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, ou d'aller au-delà du Donbass, de prendre la ville de Kharkov. Il y a des revendications sur Odessa, il y a des revendications sur un certain nombre de villes.
très peu en réalité sur l'ouest de l'Ukraine, qui n'a jamais été dans la sphère ni russophone ni russophile quasiment, comme la ville de Lvov, ces parties de l'Ukraine qui étaient anciennement des régions de l'Empire austro-hongrois ou de la Grande Pologne. Et donc ce plan, en fait, c'est les revendications à minima de ce que la Russie veut, c'est-à-dire l'intégralité du Donbass. Ça, c'est une question de principe, puisque finalement, ça permet à Vladimir Poutine d'honorer sa promesse faite aux séparatistes russes de les protéger intégralement, après 2014, après la guerre contre l'armée ukrainienne. Et puis, ça vient consacrer aussi ce que les Russes appellent la Novorossia, c'est-à-dire en fait cette bande de territoire assez large qui va jusqu'à Kherson et qui, je dirais, là on est au cœur des régions russophones de l'Ukraine, mais surtout c'est un peu je dirais, ce sera un peu une espèce de bande de sécurité pour la Russie qui vient en fait, une espèce de ceinture de sécurité qui vient protéger la frontière russe initiale qui était, je dirais, déjà avec la Crimée, mais aussi toute la région de Rostov, de Krasnodar jusqu'à Koursk. Voilà. Donc, dans ce plan, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet aux Ukrainiens de garder des villes comme Kherson. Donc, on voit que, en fait, c'est un plan très équilibré, mais qu'on est très en deçà de ce que les Russes pourraient réclamer si, comme ils le font en ce moment, ils continuent à avancer sur la ligne de front, ils continuent à prendre des terres. Je l'ai dit, je le redis, plus les jours passent, plus en fait, je dirais, les Russes auront des raisons de réclamer plus, tout simplement parce que, à mesure qu'ils avancent, les territoires qu'ils prennent ne seront jamais rendus. Autre point évoqué dans ce plan, Charles, je cite, l'Ukraine est éligible à l'adhésion à l'Union européenne, mais pas à l'OTAN. Oui, là encore, il n'y a pas de surprise. On voit que c'est vraiment ce plan, c'est une parfaite entente entre les Russes et les Américains. C'est exactement ce que les Russes avaient dit. Pas d'adhésion à l'OTAN, mais une adhésion à l'Union européenne, sous sa forme, je dirais, politique et économique. D'ailleurs, les Russes savent très bien qu'en faisant ça, ils vont se décharger d'une partie du fardeau de la reconstruction, parce qu'évidemment, qui va payer pour l'entêtement de Volodymyr Zelensky et de son prédécesseur Petro Poroshenko à faire la guerre à des régions qui ne veulent plus être avec le régime de Kiev? Eh bien, c'est le contribuable européen qui va payer pour la reconstruction de l'Ukraine, très largement. En partie, d'ailleurs, ça fait partie. Enfin, c'est un des sujets sur lesquels on veut travailler, par des emprunts qui sont cachés très largement par Ursula von der Leyen, qui ont déjà cours d'ailleurs pour financer l'armement ukrainien ou le train de vie du régime ukrainien. Mais là, pour la reconstruction de l'Ukraine, ce sera certainement aussi tout un micmac d'emprunts et de montages financiers pour réparer ce qu'eux-mêmes ont contribué à détruire. Dans ce plan, on voit également qu'il y a 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés qui seraient investis dans les projets menés par les États-Unis pour reconstruire l'Ukraine. Oui, en fait, là, c'est aussi très intelligent de la part de Donald Trump, c'est qu'il demande aux Russes, finalement, dans ces avoirs gelés, c'est un peu un remerciement donné à Donald Trump par les Russes. C'est en gros, cet argent gelé sera utilisé pour financer des projets qui seront réalisés par des entreprises américaines. Bon, en ce moment, ces avoirs, de toute façon, ne sont pas récupérables par les Russes. Et finalement, 100 milliards, quand on regarde la puissance financière russe, c'est finalement pas grand-chose. Et c'est aussi une manière de s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump. Donald Trump est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise, contrairement à la plupart des commentateurs qui ne font en fait que de la propagande idéologique. Lui, il a aussi cet aspect business qui est très intéressant et qui va permettre aux entreprises américaines de fonctionner et à l'économie américaine de s'enrichir. Ça, c'est une priorité. Donc on voit que dans cet accord, il y a une convergence d'intérêts politiques, d'intérêts militaires stratégiques et d'intérêts financiers économiques. C'est exactement la recette qu'il fallait pour s'entendre, pour que ces parties s'entendent. Évidemment, dans ces parties, je ne mets pas l'Ukraine et les pays de l'Union européenne, on va en reparler. Autre point évoqué, la levée des sanctions économiques contre la Russie. Je cite, la Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale.
Oui, ça c'est une des conditions, parce qu'on parle toujours de l'aspect militaire, de l'aspect territorial. Un des points fondamentaux pour les Russes, c'est d'être intégré, que les sanctions soient levées. Mais pas seulement les sanctions américaines, aussi et surtout les sanctions européennes. Et ça, c'est un point sur lequel Volodymyr Zelensky n'a pas de prise, mais sur lequel, en fait, là, on arrive directement dans le bureau d'Ursula von der Leyen. Et c'est peut-être le point qui va faire le plus mal aux Européens, c'est de devoir lever les sanctions sur la Russie. Voilà. Ceci étant, à n'en pas douter, c'est un point capital, et il n'y aura pas d'accord de paix signé par les Russes sans que von der Leyen ne prenne son stylo pour signer la levée des sanctions. C'est évidemment un point fondamental et central de tout accord. Autre point important, l'Ukraine organiserait des élections dans 100 jours. Oui, alors ça, je pense que ça, c'est un point qui peut provoquer chez le président ukrainien, je pense, une colique néphrétique, puisqu'il est sur le fil du rasoir. Il a d'un côté une population ukrainienne qui n'en peut plus de la corruption et qui n'en peut plus de la mobilisation forcée. L'âge de la mobilisation a été abaissé en dessous de 25 ans. Des morts, des centaines de milliers de morts ukrainiens. D'une économie qui était déjà catastrophique. Et de l'autre côté, on a une bande de nationalistes complètement dingues et qui, eux, sont dans une espèce de... avec l'argent, évidemment, américain et l'argent européen, dans une espèce de revanche historique de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été biberonnés à l'histoire des divisions Waffen-SS déferlant sur la Russie. Et eux, alors c'est vraiment psychiatrique, eux, c'est, je dirais, sont dans une reconstitution historique de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ne veulent pour aucun prix lâcher leurs jouets. Et Volodymyr Zelensky, qui est pris entre les deux, à l'occasion d'élections, eh bien, c'est extrêmement risqué parce que les nationalistes en particulier, en fait, aucune des deux parties ne va lui pardonner une prise de décision. Et si un accord de paix est signé, il peut certes contenter une partie de la population qui en a marre, mais de l'autre côté, ces nationalistes ne lui pardonneront pas. Donc, c'est extrêmement risqué pour Volodymyr Zelensky et c'est extrêmement risqué pour l'Ukraine, puisque la puissance de ces groupes nationalistes, appuyés par une partie de la population qui a été vraiment biberonnée à la Seconde Guerre mondiale, à l'Allemagne d'Hitler et contre la Russie, peut tout à fait emporter ces élections. Donc ce sont des élections à haut risque et il est vraisemblable que Volodymyr Zelensky n'y survive pas. Et d'ailleurs, il le sait, puisque des élections auraient déjà dû avoir lieu. Il aurait pu d'ailleurs en exclure une partie de la population ukrainienne qui vit dans des zones de combat, etc. Il aurait pu organiser des élections à minima. Il ne l'a pas fait parce que, 1, il a très peur. 2, il ne veut pas, là aussi c'est un jouet, il ne veut pas lâcher son jouet parce que ce jouet lui a permis tout simplement de devenir quelqu'un. Charles, amnistie totale pour toutes les parties impliquées dans ce conflit. Oui, là aussi, alors là, ça doit provoquer encore des coliques néphrétiques un peu partout en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, pour les Européens, les Ukrainiens ne sont coupables de rien. Il n'y a jamais eu d'exactions commises par les Ukrainiens. Il n'y a jamais eu de bombardement ukrainien pendant 10 ans sur le Donbass, sur la ville de Donetsk, sur la ville de Lugansk. Tout ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe pour les Européens, ce serait des crimes de guerre russes. Il y en a peut-être eu d'ailleurs, comme dans toutes les guerres, mais on sait que Vladimir Poutine est recherché par la Cour pénale internationale, un certain nombre de généraux russes. Et donc, c'est un des arguments pour continuer à faire la guerre à la Russie. Les Russes sont des criminels de guerre, sont des bouchers, et donc il faut les traduire. Un jour, il y aura de grands procès, comme à Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, pour traduire les dirigeants russes devant la justice internationale, les droits de l'homme, etc. Là, ce point de l'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous oubliez tout simplement, il n'y aura jamais rien. Et pour tous ceux qui essaient de nous vendre la guerre en ce moment, et qui prennent ces arguments de droits de l'homme et de crimes de guerre, eh bien, c'est une claque magistrale, et ils vont retourner à la niche. Et ça n'aura tout simplement jamais lieu. Il faut bien comprendre un truc. Si Washington décide qu'il
il n'y aura pas de jugement et que ce point n'existe pas, c'est que ce point n'existera pas. Peu importe les gesticulations de petits excités, je dirais ceux qui ont une prise sérieuse sur les événements, comme tu l'as rappelé, c'est le président américain, le président russe, le Qatar, la Turquie, un certain nombre de pays. Ça, c'est sérieux. Le reste, c'est du petit excité de plateau de télévision. Donald Trump, si cet accord est accepté, présidera un conseil de paix qui œuvrera pour contrôler et garantir tous ces points. Il a résolu un certain nombre de conflits. Par exemple, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi là, le plan de paix pour Gaza, il a quand même, même si c'est critiquable sous beaucoup d'aspects, il a quand même forcé les Israéliens à renoncer à l'annexion totale de la bande de Gaza. Donc c'est quand même mieux que rien. Mais l'Ukraine faisait partie de ses priorités, fait toujours partie de ses priorités. Et donc finalement, là où beaucoup ont cherché à le faire passer comme un crétin et un instable, etc., finalement ce point vient consacrer le fait que lorsque les États-Unis peuvent être une puissance de paix, lorsque le dirigeant américain comprend, je dirais, les intérêts des uns et des autres, et finalement agit en médiateur, et n'agit pas dans un but idéologique, comme les démocrates américains, qui n'ont de cesse, comme les dirigeants européens, de vouloir imposer la puissance américaine, la puissance mondialiste à tous les pays du monde en leur faisant systématiquement la morale. Et lorsqu'ils refusent, je dirais, l'agenda américain, de se prendre, je dirais, des tentatives de déstabilisation, voire même des guerres. Ça a été le cas dans l'histoire. Donc là, Donald Trump sait parler à Vladimir Poutine. Il a les moyens de parler à Volodymyr Zelensky, largement. Et donc finalement, en fait, le point crucial, c'était d'assumer de parler à Poutine à un moment où Poutine était rejeté par l'Occident. Et ça, Donald Trump le fait d'autant plus facilement, et certainement avec une certaine satisfaction, un certain plaisir, que tous ces dirigeants européens misaient sur sa non-élection, sur son emprisonnement et sur sa déchéance. En réalité, comme il est revenu comme le phénix, il a pris les Européens à revers, il a gagné l'élection présidentielle et il a été s'entendre avec Poutine. C'était vraiment cette remontada et ce courage et cette force pour aller contre vents et marées, contre les Européens, parler aux dirigeants qui étaient le paria absolu, au moins dans cette partie du monde, c'est assez fort. Dernier point de ce plan P, une fois que toutes les parties auront accepté ce mémorandum, le cessez-le-feu prendra effet immédiatement. Oui, mais c'est pas dit. Alors déjà, ce qui est à noter sur ce cessez-le-feu, c'est qu'il n'y a plus cette question de cessez-le-feu avant un accord de paix. Ce qu'on avait déjà dit sur Omerta, ce cessez-le-feu était un caprice des Européens, une tentative de manipulation pour en fait donner de l'air à l'armée ukrainienne et pouvoir la renforcer. On voit comme ça n'a pas eu lieu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle est en voie d'asphyxie dans les régions de Pokrovsk et de Myrnograd et ailleurs. Donc là-dessus, je dirais sur un plan tactique, les Russes avaient raison et on l'a expliqué et c'est tout à fait logique. C'était vraiment une tentative de manipulation des Européens sur le dirigeant russe et sur le dirigeant américain. Seulement, le problème, c'est comme les Européens considèrent que les deux sont des crétins et des hommes de l'ancien monde et finalement des has-beens, et que eux sont du côté de la modernité et de ce à quoi le monde doit ressembler, eh bien, leur tentative a échoué. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura de cessez-le-feu que si l'accord est signé. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'est pas certain que Volodymyr Zelensky signe l'accord, pour deux raisons principales. La première, c'est parce que ça le met en danger et qu'il va perdre son jouet. Il risque de perdre le contrôle sur la situation, il risque d'être obligé de partir. Deuxième point, c'est parce que
Volodymyr Zelensky peut encore compter sur le soutien des Européens, qui essaient en urgence et en catimini de s'organiser, donc plus d'argent, plus d'armes, plus d'hommes pour soutenir l'Ukraine. Et si les Européens ne cèdent pas, ce qu'ils ne sont pas prêts à faire, parce qu'on voit qu'ils sont, ils sont en guerre à la fois contre Poutine et à la fois contre Trump, sans le dire, Volodymyr Zelensky, c'est le moyen pour ces dirigeants européens aussi de se maintenir la tête hors de l'eau, parce que si Volodymyr Zelensky tombe, la claque politique et l'humiliation est tellement énorme qu'il risque aussi d'être emporté par le réveil des peuples, le réveil des contribuables, le réveil des parents qui refusent d'envoyer leurs enfants comme ça sans raison sur la terre ukrainienne, et qu'il est fort possible que, comme Emmanuel Macron en France, qui s'est effondré depuis des mois, eh bien ces dirigeants européens s'effondrent et soient balayés, que finalement, le risque, c'est que l'Union européenne, il y ait une faille dans l'Union européenne et que l'Union européenne puisse changer de visage et que ce ne soit plus l'Union européenne des mondialistes, mais l'Union européenne des patriotes. Et ça leur fait très peur. Donc, ils vont certainement tout faire pour au moins retarder la signature de cet accord, voire donner à Volodymyr Zelensky les moyens de ne pas signer et de gagner du temps en espérant que dans 3 ans, Donald Trump soit battu et qu'à la faveur d'un président démocrate, on puisse reprendre les hostilités avec la Russie. Merci Charles. Merci Aïcha, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important parce que pour la faire grandir, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et de tous les clics d'abonnement possibles et imaginables, donc parlez-en aussi autour de vous, il faut absolument muscler cette chaîne le plus vite possible et le plus fort possible. Merci.